Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Anne-Emmanuelle Thion, qui est photographe. Son univers, les voyages à l'autre bout du monde, mais aussi la gastronomie et particulièrement le travail des grands chefs, mais aussi l'art de vivre. Photographe pour maisons et objets, Milk, Elle Décoration et de nombreuses marques déco, Anne-Emmanuelle capte et sublime les ambiances pour mieux nous inspirer. Souvent cachée derrière son objectif, elle a accepté de répondre aux questions d'une néophyte comme moi sur ce sujet passionnant qu'est la photographie. Un épisode enregistré dans une chambre de l'hôtel Panache, imaginé par Dorothée Melixon, qui était mon invitée il y a 15 jours. Bonjour Anne-Emmanuelle. Bonjour Hortense. Comme je disais, tu es spécialisée en voyage, en art de vivre et en gastronomie, tu me dis si je me trompe. Donc tu passes des lacs de Sibérie aux intérieurs contemporains. Quel est le fil rouge entre tous ces thèmes ? Je ne sais pas s'il y a un fil rouge, mais en tout cas j'adore... J'ai toujours la même émotion en fait à partir à l'autre bout du monde ou rentrer dans un nouvel univers. Je crois que c'est la découverte en fait d'un nouveau lieu et la découverte, la curiosité. En fait si, c'est ça, c'est être me sentir en immersion en fait, d'être immergé dans un nouveau lieu et d'être immergé de toutes les sensations que ça peut procurer. Mais pourquoi on se spécialise dans un univers ? Toi, tu as ces trois-là. À quel moment on choisit d'être photographe portrait, mode, pub, voyage, justement ? Comment on fait ? J'ai pas la sensation de m'être spécialisée. En tout cas, c'est pas un choix d'avoir une spécialité et je veux surtout pas me spécialiser en fait. En l'occurrence, j'adore faire toutes les photos de décoration, des photos de gastronomie, tout ce qui est art de vivre et les voyages et les portraits et des tas de choses. Mais je veux vraiment pas mettre dans une petite case pour garder une spontanéité et garder un œil curieux et ouvert. T'as une préférence ou pas entre les trois ? Tu préfères être en studio, en cuisine ou en voyage ? C'est complémentaire. Je pourrais pas en choisir juste un seul. Impossible. Tu as reçu le prix de la meilleure photo culinaire, tu as participé à plusieurs ouvrages, dont ton dernier livre On se rencontre au sommet des nuages. Ouais. Tu as fait des expositions photos. Est-ce que tout ça permet de booster une carrière ? J'ai pas la sensation que ça permet de booster une carrière, mais c'est plus une force supplémentaire. C'est une espèce de reconnaissance qui est agréable en fait dans le monde, dans la profession de photographe. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a un impact, lequel qu'il soit, mais s'il y a au moins une personne qui est intéressée par ce qu'on fait, c'est chouette. Je suis pas certaine que ça booste. Et un truc que j'ai souvent en tête, c'est que tu peux avoir des tas de choses positives comme ça qui t'arrivent, mais toujours garder bien les pieds sur terre et te dire que c'est bien, c'est génial, t'as des appels, t'as plein de coups de fil, t'as plein de félicitations, etc. Mais toujours rester hyper vigilant parce que ça peut retomber d'un coup et voilà. Donc, ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans explication. Et voilà, mais c'est un vrai cadeau. En fait, je pense, c'est pas, ça booste pas, mais c'est des véritables cadeaux de la vie. Moi, je pense ça comme ça plutôt. Comment tu définirais ton style photographique ? Je sais pas si j'ai un style photographique, mais après j'ai cette sensation de photographier, de ressentir en fait ce que je photographie. J'ai l'impression qu'il y a deux façons de photographier, en tout cas moi dans ma façon de travailler. Une façon où je suis avec mon trépied, où on pose les choses, il y a un côté un peu commercial, des images très propres. Et une autre façon où là je suis plus en mode free avec mon boîtier directement dans les mains, comme si c'était une espèce de fusion en fait avec mon boîtier où je suis là, où tu ressens beaucoup plus l'émotion et t'es dans une espèce d'honnêteté en fait avec ton sujet et tu ressens pleinement. Donc après je sais pas si je pense pas avoir un style, mais j'ai une manière de photographier qui est intense, on va dire peut-être. Comment on en vient à être photographe professionnel ? Est-ce que c'est un métier que tu as voulu faire jeune ? Comment ta passion est-elle née ? J'ai toujours voulu faire ça. Ça fait 20 ans que je suis indépendante, que je suis à mon compte. J'ai fait directement une école de photo après mon bac. C'était une évidence quand je suis arrivée dans cette école. Malgré tout, je suis arrivée juste avec un petit appareil
Enfin, l'été juste avant l'école, je me rappelle, j'étais encore avec un appareil jetable. C'était pas encore le numérique à ce moment-là, donc c'était un peu particulier. Et puis j'ai commencé, j'avais un petit Nikon FM2, un appareil photo complètement manuel, etc. Et puis j'ai fait cette école où c'était un apprentissage à la fois de photos de studio, de reportage. On faisait les tirages en labo, c'était assez complet. Je sais plus ta question. C'était ça. Comment ta passion est née? Et après, j'allais te demander comment tu as appris la photographie, donc à l'école. Ouais, il y a des écoles où on t'apprend à être photographe. Ouais, il y a des écoles où on t'apprend à être photographe. Et puis après, on t'apprend à être photographe. On t'apprend la base du métier, enfin la base de la technique, on va dire plutôt. Ouais. Et après, ton apprentissage, tu le fais tous les jours. Tu sors de l'école, finalement, t'es dans l'ignorance. Enfin, t'apprends au fur et à mesure des expériences et au fur et à mesure des boulots qu'on te propose. Et voilà, moi aujourd'hui encore, j'apprends mais tout le temps. Et j'espère avoir encore à apprendre. Chaque sujet est nouveau et du coup, tu apprends quelque chose. C'est ça. Les débuts, t'en parlais, c'est jamais évident. Comment t'as gagné tes premiers cachets? Oula, au début... Est-ce que tu te souviens de la première photo que tu as vendue, par exemple? La première photo que j'ai vendue... Je ne sais pas si je me rappelle la première photo que j'ai vendue, je me rappelle les premiers boulots. Je suis sortie de mon école, là pour le coup j'étais salariée pendant quelques mois, je faisais des photos de bébés en maternité, donc c'était pas l'extase totale. Il n'y avait pas de créativité, rien du tout, donc ça me plaisait pas. Ce métier-là ne me plaisait pas, le fait d'être salariée ça me plaisait pas, donc j'ai démissionné. C'était un peu gonflé parce que j'avais aucun contact, j'avais rien du tout, mais je me suis dit je suis indépendante et je veux être indépendante et je veux être vraiment dans cette direction, donc je vais me lancer. Et voilà, et là du coup j'ai envoyé quelques CV un peu, je crois que c'était dans des mairies, et je crois que le premier boulot que j'ai fait c'était pour une mairie, où je faisais des photos régulièrement toutes les semaines de tous les petits événements fabuleux qui se pouvaient se passer dans la ville, et voilà, et puis après c'était plus une histoire de rencontre. J'ai cette sensation que finalement toute ma vie de photographe durant ces 20 ans, en fait, c'est que des rencontres qui arrivent au bon moment, que tu sais... que tu sais voir aussi et que tu sais savourer en fait d'une certaine manière. Et est-ce que c'est un métier où l'on ne peut que être passionné? On peut être photographe, prendre ses photos, tu parlais d'émotion tout à l'heure. Est-ce que tous les photographes... C'est deux métiers différents à la rigueur, j'ai envie de dire en fait. C'est soit t'es photographe sans passion, c'est vraiment une histoire de... C'est un métier plus commercial en fait, et du coup t'appliques quelque chose, t'exécutes des images, t'es vraiment dans la technique pure, et voilà. Ou alors t'es photographe avec passion et tu ressens des choses, et là c'est différent. Mais enfin moi en tout cas dans ma façon de travailler, c'est indispensable. Le jour où j'ai plus de passion, je suis plus photographe en fait. Donc voilà. Aujourd'hui donc t'es indépendante. Dans le milieu du journalisme qui est le mien, ça peut être difficile. Est-ce que c'est la même chose pour les photographes? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats mais peu d'élus? Ah ouais. Il y a une concurrence qui est assez phénoménale, qui est super importante, qui a été de plus en plus importante là, au fil des années qui viennent de passer. C'est compliqué, c'est très concurrentiel. Après, je crois qu'il faut aussi faire confiance et se faire confiance et puis persévérer, en fait, surtout. Persévérer, ouais. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des personnes qui seront là, qui sauront peut-être mieux faire ou moins faire, ou qui auront une personnalité qui sera plus adaptée, enfin, voilà. Je pense malgré tout qu'on a une place chacun, d'une certaine manière. Comment tu trouves tes missions? Est-ce que justement tu es tout le temps en train de prospecter, ou quand tu pars ou faire des photos, est-ce qu'on te les a commandées ou c'est pour les proposer ensuite? Comment tu travailles? La plupart du temps ce sont des commandes. Après moi j'adore régulièrement, moi je vais faire un voyage chaque année, j'ai besoin de ça pour puiser mon inspiration et puis voilà, pour aiguiser un peu mon regard, etc. Puis revivre des choses. Du coup là ce sont vraiment des sujets très personnels. Et j'ai par grande chance à chaque fois réussi à rebondir sur ces reportages-là, à les vendre, voilà, soit pour la presse, soit faire un bouquin ou des expos, ou voilà. Et ensuite les sujets plus, par exemple des sujets de décoration, ça m'arrive souvent d'en faire personnellement avec une amie styliste. On part, et puis ensuite on le vend. C'est compliqué aussi aujourd'hui, de produire et de vendre. Il y a tellement d'images qui circulent que c'est très compliqué. Mais parfois, il y a des petits coups de chance de nouveau. De plus en plus de photographes se mettent à la réalisation, faire des vidéos. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Pas du tout.
c'est Pas pas du tout. du tout mon truc, c'est un autre métier. Je pourrais filmer, j'ai un boîtier qui me permet de faire des captations, il n'y a aucun problème. Je sais, après, j'ai pas les techniques pour ça, mais je peux faire des captations et il n'y a aucun souci. Mais c'est pas mon truc, c'est une autre façon de voir les choses. Moi, il y a plusieurs clients qui me proposent, qui me demandent parfois ah bah tiens, tu viens faire des photos, est-ce que tu pourrais faire une petite séquence vidéo? Et je dis non, c'est pas possible. Parce que tu peux pas. Moi, en fait, quand je suis dans mon sujet, quand je suis en train de photographier, je suis dans une espèce de bulle et je suis focalisée sur ce que j'ai à faire. Et le fait de passer de la photo à la vidéo, c'est comme si tu changes de corps en fait. Enfin, tu changes de regard, tu changes de corps et c'est impossible pour être concentré et faire correctement un travail jusqu'au bout. Non, c'est pas mon truc. Et puis chacun son métier, tout simplement, en fait. Voilà. On va faire un zoom sur un axe de ton travail qui sont les shootings photos d'intérieur. Est-ce que tu peux nous décrire une journée de shooting? Est-ce que toi, tu appuies seulement sur le déclencheur, par exemple, ou est-ce que tu peux intervenir sur la direction artistique, le stylisme? Alors heureusement, j'appuie pas juste sur le déclencheur, sinon ce serait pas drôle. Non, c'est super plaisant en fait quand on fait des photos de déco avec une styliste, c'est vraiment d'avoir une vraie connivence et d'avoir une interaction l'une et l'autre et en fait on pose le trépied et on construit l'image. On se parle, parfois on est d'accord, parfois moins, mais c'est super intéressant en fait de confronter un peu les points de vue et puis au final d'avoir une image qui soit intéressante et qui nous plaise à l'une et à l'autre. Il y a une vraie interaction. Ça m'arrive parfois malgré tout d'avoir des boulots où je suis plus exécutante en fait, Ouais. c'est qu'il y a plus un côté purement technique et moins créatif. C'est moins mon truc, voilà. Mais ça arrive. Quelle est la part de préparation en amont dans ce type de shooting? Est-ce que tu demandes à avoir les photos, par exemple, avant, quand tu vas chez quelqu'un? Il y a un petit mix des deux en fait. Avant un shooting, évidemment, je regarde un peu sur internet si je peux avoir des infos et voir un petit peu l'univers dans lequel je vais arriver pour avoir une idée voilà, globale. Après, j'adore la spontanéité en fait et arriver sur un lieu et me laisser envahir par l'émotion que je peux avoir par la découverte du lieu, par l'univers graphique, architectural, par la lumière qui va arriver. Et voilà. Parfois, il y a des personnes qui me proposent justement de m'envoyer des photos dans un hôtel, par exemple, m'envoyer des chambres. Et je dis, mais non, en fait, je préfère avoir cette spontanéité d'arriver et de shooter. Alors, moi, j'ai déjà assisté à ce type de shooting. Souvent, c'est très long. Pourquoi c'est si long? Quel est cet envers du décor qu'on ne soupçonne pas? Je crois que finalement, des photos déco, tout se passe dans la minutie. Parfois, il y a un objet qu'on va déplacer d'1 centimètre et ça va changer finalement toute l'image. Ça paraît débile, mais ça se passe souvent comme ça. L'intérieur d'une personne, même si c'est hyper bien rangé, hyper design, quoi que ce soit, il y a malgré tout il y a de la vie. Et la vie dans une image de décoration ou d'architecture, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible, etc. Donc moi, dans ma façon de travailler, c'est plus dans l'épure et du coup aller à l'essentiel et donc retirer. Voilà, de ne pas être encombré de tas de choses qui, pour le propriétaire et pour soi, ça peut avoir une importance et ça peut être magnifique et ça peut être un objet vraiment très chouette très chouette. Mais il y a tout l'aspect émotionnel, toute la symbolique que ça peut représenter pour la personne et que visuellement, d'une manière très objective, ça n'apporte pas forcément quelque chose de concret et de suffisamment esthétique ou intéressant pour la photo, pour un magazine ou pour une autre communication. Donc tu réponds un peu à ma question suivante qui était que je pense qu'un jour je vais inviter une styliste déco justement à ce micro parce que je me demandais pourquoi on transforme un peu les intérieurs, pourquoi la réalité entre le salon de Madame Bidule n'est pas exactement le même que quand il est présenté dans un magazine. Qu'est-ce que vous changez et pourquoi vous changez parfois les... Je crois que c'est ça, l'intérieur de Madame Bidule, comme tu dis, c'est un intérieur qui est vraiment habité, qui est incarné, qui a une âme, donc ça c'est super important et super intéressant, mais parfois il y en a un petit peu trop et du coup il faut le désincarner. Dépersonnaliser en fait, c'est ça. Pour inspirer mieux. Ouais, alors sans trop dépersonnaliser non plus, mais qui est un juste milieu en fait, que ce soit un peu comme ce que je disais tout à l'heure, plus épuré et plus lisible en fait. Plus dans la lisibilité. Pas trop chargé. Ouais, pas trop chargé. Quel est le moment que tu préfères dans un shooting? Alors, je sais pas si c'est le moment que je préfère, mais un moment qui est super important, c'est le premier déclenchement. Alors, pas forcément dans une photo de décoration, mais dans une photo de reportage ou quand je vais, par exemple, chez un chef ou
ou dans un sujet d'art de vivre en général, c'est la première photo que je vais prendre qui va peut-être un peu définir le reste du reportage. Et voilà. Et il y a un moment donné, en fait, où j'arrive, je tourne un petit peu, je m'imprègne de l'univers, etc. Et je parle un peu avec la personne, etc. Et puis à un moment donné, hop, on est chacun dans son côté. Et je sais que souvent, je remarque, à un moment donné, je me dis inconsciemment, allez, c'est bon, hop, on y va, j'appuie sur... Et là, je fais mon premier déclenchement et c'est parti. Et ensuite, il y a une espèce d'évidence et tout se met en place. Et voilà. Mais la première image, le premier déclenchement est pour moi super important. Comme le dernier. Ouais. Comme le dernier, parce que du coup, c'est qu'il y a une vraie histoire qui s'est mise en place et que le moment où j'arrive à vraiment arrêter de photographier, c'est que j'ai tout, voilà. Donc, le premier et le dernier. Et puis, évidemment, tout ce qu'il y a entre les deux, parce que forcément... Donc tout le shooting est ton moment préféré. En fait, je crois que c'est ça, finalement. Ouais, tout le shooting est mon moment préféré. Tout le shooting est important, est intéressant. Comment on s'y prend pour réussir une photo ? C'est la technique, c'est la concentration ou c'est l'œil, ce petit truc en plus ? C'est un petit mix de tout ça. Je crois que nous, en tant que photographes, la technique, on l'a acquise et voilà, bien acquise. Ensuite, on la met un petit peu en retrait. Et encore une fois, moi, c'est dans ma façon de travailler, c'est plus faire appel au ressenti et voilà, oublier la technique pour faire appel au ressenti et à ce que tu souhaites raconter. Et voilà. Et justement, est-ce qu'un bon élève peut apprendre la photo s'il met en place toutes les techniques qu'on lui apprend, ou alors il faut un truc en plus ? Est-ce qu'avoir l'œil, ça s'apprend ? Je pense qu'avoir l'œil, ça s'apprend, ouais. Ça se... Ou ça se travaille ? Ça se travaille, exactement. C'est super important. Parfois, quand il y a des périodes où j'ai peut-être un petit peu moins de photos à faire ou moins de photos personnelles à faire avec des sujets qui me boostent, etc., ou des périodes de vacances, ou voilà, je crois qu'il y a une partie de moi qui a la trouille de perdre l'œil, en fait. Et du coup, j'ai besoin d'être tout le temps en train de l'éduquer, finalement, et de le faire travailler, voilà, dans des univers différents, pour pas me lasser non plus. Quelle est la part de retouche dans tes images ? Comment tu choisis le traitement à appliquer à telle ou telle photo ? Alors, les retouches, c'est vraiment des retouches basiques, on va dire, dans ma post-prod. Je fais mon shooting, ensuite je fais mon editing, je mets tout sur un logiciel qui s'appelle Lightroom. Et là, je trie mes images et au fur et à mesure, j'ajuste en fait les contrastes. Je les développe. Moi, je travaille avec des fichiers qui sont très lourds, sur des fichiers qui s'appellent des fichiers RAW. C'est vraiment le fichier dans lequel il y a toutes les informations. Et je le développe sur le logiciel pour avoir des JPEG ou autres. Et à ce moment-là, moi, j'ajuste les contrastes, je les transforme en noir et blanc quand c'est nécessaire ou pas. Mes photos, en fait, on va dire que je les optimise. Et il y a un truc, c'est très, 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 très rare quand je fais appel à un retoucheur, sauf pour des événements particuliers où il y a besoin vraiment d'avoir une livraison des photos très, très, très rapide, etc. Mais sur des photos très personnelles qui ne sont pas forcément des photos commerciales ou sur des sujets plus d'art de vivre ou de rencontres, etc., c'est des photos que j'aime absolument retoucher moi-même pour vraiment aboutir complètement mon travail, en fait. C'est un vrai aboutissement, ouais. C'est très frustrant sinon, en fait. Jamais je pourrais livrer mes photos brutes de brut, ça c'est pas possible. Et quand je fais appel à quelqu'un pour retoucher ces images-là, c'est un peu comme si tu donnais aussi un bout de toi, en fait, parce que c'est très personnel, même si ce sont des photos qui relatent ou qui racontent quelque chose d'autre, mais tu donnes de ta personne, mine de rien, donc c'est très personnel. Ouais. C'est quoi finalement une photo réussie ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir une photo réussie. Il y a une photo réussie techniquement parlant, il y a une photo réussie esthétiquement parlant, une photo réussie émotionnellement parlant. Oui, il y a plein de critères. Mais je me rappelle, en juillet, j'avais été à Arles pour les rencontres de la photo. Et il y avait un super documentaire sur un grand photographe, Robert Frank. Et on lui posait cette question-là, pour vous, qu'est-ce que c'est une photo réussie ? Et il avait fait une réponse, en fait, que moi, j'ai pas forcément bien entendue, mais je crois qu'il avait dit une photo réussie, c'est une photo réussie par la netteté. Et en fait, moi, j'ai compris qu'il disait l'honnêteté. Et en fait, après, j'en ai reparlé avec les personnes avec qui j'étais, et ils me disent, mais non, c'est la netteté. J'ai dit, mais non, moi, j'ai compris l'honnêteté. Et en fait, je trouve qu'une photo réussie, c'est ça, c'est quand il y a l'honnêteté
une vérité en fait dans ta façon d'être, dans ta façon de te présenter à la personne que tu vas photographier, dans ta façon de recevoir. Et du coup, il y a une vraie, il y a une honnêteté, il y a un espèce de lâcher prise, il y a tout ça. Et tout ça, je pense que ça se ressent sur une image. Mais en quoi il y a une honnêteté, par exemple, quand tu photographies un salon? Alors après, c'est ça, il y a aussi des photos plus commerciales que d'autres. L'avocat du diable. Mais il y a plusieurs façons de photographier. Il y a vraiment il y a vraiment les images qui sont commerciales et qui relatent juste, et des images qui racontent. Pour moi, c'est vraiment bien différent. Mais voilà, c'est différent. C'est que moi, je ramène à la déco, et toi, tu penses beaucoup aussi en fait, voyage, en général, que ce soit dans des photos, dans des portraits, ou même photographier. Là, j'étais ce week-end, je photographiais un nouveau lieu d'un ami chef qui vient d'ouvrir un lieu extraordinaire. Et en fait, il a un intérieur, donc il y a une partie vraiment de décoration et plus de lifestyle, etc. C'est pas juste photographier d'une manière très froide, etc. C'est forcément ressentir un peu l'univers. Et c'est s'imprégner de cet univers, c'est comprendre ce que la personne a voulu construire, transmettre, etc. Et du coup, comme si c'était un espèce de cœur à cœur, en fait, par rapport au lieu dans lequel tu es. Comment expliquer ça ? Non, c'est en fait une espèce d'ouverture enfin, je reviens toujours à la même chose. Pour moi, c'est une histoire d'ouverture, de ressenti, et voilà. Donc même, en effet, photographier un salon, ça peut être une histoire d'honnêteté. Sans nous révéler tous tes secrets, évidemment, quels sont les 3 conseils que tu nous donnerais pour réussir une photo ? Être disponible. La disponibilité. Être vraiment à ce qu'on fait ? Être vraiment à ce qu'on fait. Ouais, la concentration. Savoir regarder. Et savoir ressentir. J'en reviens toujours à ça. Est-ce que tout est numérique aujourd'hui ou il t'arrive de développer ? Est-ce que tu as une chambre noire chez toi ou c'est terminé ce temps-là ? Non, tout est numérique. J'ai encore mes boîtiers argentiques et je les conserve précieusement. Mais non, j'ai pas de chambre noire. Mais par contre, j'ai cette sensation malgré tout de développer encore moi sur mon ordinateur. Et j'adore. Alors pas sur toutes les photos diverses, mais sur des images très particulières. Prendre le temps en fait justement de l'interpréter. Ah, je cherchais ce mot-là tout à l'heure. C'était toute la partie post-prod, c'est une histoire d'interprétation aussi de comment t'as vécu ces images-là, et tu finis d'interpréter en post-production. Je sais plus la question. C'était ça. Est-ce qu'il t'arrive de développer ou tout est numérique ? Non, je développe sur l'ordi, en fait, on va dire. Quel matériel tu utilises en ce moment ? Enfin, je pose la question pour les auditeurs qui s'y connaissent, parce que franchement, moi, je ne vais pas pouvoir rebondir sur ce que tu vas me dire. Est-ce que tu le renouvelles souvent, ce matériel ? Ouais, j'ai du matériel que je renouvelle. Enfin, mon boîtier, en tout cas, pas les objectifs. Mais alors, j'ai un Nikon D5. J'ai deux Nikon D5 que je renouvelle tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans ? Ouais, généralement, on va dire 2-3 ans. Justement, les photographes, vous êtes toujours chargés. Il y a quoi dans vos besaces ? Aïe, c'est un... La besace, gros le sac à souci, dos, le ça, sac en plus. Le sac à dos photo, c'est le gros souci. J'ai un sac qui pèse 16 kilos, donc c'est toujours l'enfer dans les aéroports, etc., pour le laisser passer en bagage à main. Ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai toujours 2 boîtiers, mon boîtier de travail et mon boîtier de secours au cas où j'ai un problème avec le premier, mais aussi ce boîtier qui me permet d'avoir une approche différente. Après, j'ai plusieurs objectifs. J'ai des objectifs standards, des plus grand angle, plus des zooms, plus macro. Voilà, j'ai un filtre polarisant au cas où. J'ai mon ordinateur, forcément. Et tu peux pas faire des choix au moment où tu les emportes sur un lieu. Quand je pars sur un gros shooting, tu sais pas déjà ce dont tu auras besoin. Si, généralement, je travaille toujours avec le même genre d'objectif. Mais on sait jamais. Tu n'ouvres pas le sac à dos au final. Ouais, non, il est tout le temps prêt. Il est tout le temps prêt, il est tout le temps le même matériel. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, je travaille à peu près avec le même genre d'objectif. Mais il suffirait, voilà, qui est le truc à photographier avec l'objectif que j'ai pas à ce moment-là. Et là, je serais super déçue. Les droits d'auteur sont importants dans votre métier, très importants. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces photos qui circulent assez librement sur le web ? Ça me met un peu hors de moi, en fait. Ouais, le droit d'auteur, c'est super, super important et on le reconnaît pas assez aujourd'hui. J'ai cette sensation qu'il y a trop de photos qu'on utilise comme une évidence, en fait. Et voilà, sauf que... C'est-à-dire, donc, par exemple, toi, tu trouves certaines de tes photos... Il y a des photos que j'ai faites qui sont sans copyright, sans mention, et voilà. Sauf que, non, il y a une loi là-dessus. Il y a un vrai travail d'auteur
sans aucune prétention ou quoi que ce Non, soit, non, mais bien sûr. c'est un travail d'auteur, c'est notre travail de photographe, et la mention copyright du photographe est obligatoire. Et ça, tout le monde ne l'entend pas. C'est compliqué à faire C'est comprendre. plutôt qu'on précise ton nom ou il faut te repayer la photo Non, quand non, on c'est... l'utilise? Alors après, souvent les clients ont payé un droit d'utilisation pour une certaine durée, pour certains supports, etc. Donc il y a ça, mais c'est pas forcément pour repayer, C'est parce rendre à que César ce qui est rendre à César. exactement, Ouais. c'est ça. C'est une normalité en fait, c'est quelque chose d'obligatoire. Et Instagram, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se prend pour un photographe. T'en penses quoi? Est-ce que tu trouves toutes nos photos nulles? Quel est ton regard de photographe sur nos photos et toutes les photos qui circulent sur Instagram? Je trouve ça assez drôle, et je trouve ça même touchant parfois en fait, de voir finalement plein de regards différents, plein d'influences. Toutes les photos qui circulent ne sont pas bonnes, mais il y a malgré tout dans ces photos pas bonnes des choses qui sont intéressantes, et des points de vue en fait qui sont intéressants, auxquels on ne penserait pas forcément nous, dans notre dimension de photographe, avec tout le... mine de rien, je pense qu'on est quand même entouré de codes, et voilà, et le fait d'avoir des regards un peu plus libres, parfois c'est intéressant, et du coup ça permet aussi de rebondir différemment en fait sur d'autres sujets. Donc j'ai pas de jugement, Quand tu regardes Instagram, c'est Ouais. l'œil du photographe qui regarde ou c'est l'œil d'Anne-Emmanuel? Ça dépend. Ça dépend l'Instagram de qui je vais regarder en fait, mais j'ai un mix des deux. Je sais faire la différence en fait. Voilà. Et je peux très bien apprécier totalement une photo entre guillemets pourrie de Ouais. quelqu'un, mais parce que je vois un peu le message qu'elle a voulu Oui. donner, ou l'intention, légende, la ouais. légende, etc. Je reviens juste sur ton planning, sur ton métier de photographe plus concrètement. Pour imaginer encore mieux ton emploi du temps, je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type. Donc, je vais te proposer des créneaux et tu pourrais imaginer ce que tu serais en train de faire à ce moment-là. Par exemple, qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h? Le lundi à 9h. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit je suis en shooting, donc je viens de passer 3 heures dans la voiture pour arriver à Paris, et j'arrive à mon shooting, je suis en train de préparer mes éclairages. Tu n'habites pas à Paris. Non, j'habite à la campagne. Je suis pas une Parisienne, je suis une campagnarde et fière de l'être. J'aime bien les racines. Et si je suis pas en prise de vue, je suis à la maison, du coup, dans mon univers. Je viens d'allumer un encens, boire un café, un thé, et je suis devant mon ordinateur concentrée sur ma post-prod et mon editing. Voilà. Le mardi à 17h. C'est compliqué de répondre en fait, parce que du coup, j'ai pas une semaine type. C'est tellement aléatoire d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, que c'est compliqué. Oui, tu peux être en voyage. Je peux être en voyage, je peux être... Pas clairement défini. Ouais. Bon, alors laisse tomber. D'où vient ton inspiration? Est-ce que tu es influencée par certains photographes ou alors ça te vient spontanément sur le moment? T'en parlais un petit peu tout à l'heure, ou c'est le fruit d'un gros travail? L'inspiration, je pense qu'elle vient de tout ce qui nous entoure, de toute manière. Moi, les voyages que je fais m'inspirent énormément, ça c'est super important, donc j'ai besoin de ça. Je m'inspire de... finalement, Instagram, en fait, c'est une bonne source d'inspiration. Pas pour copier, pas pour... Voilà, mais pour voir aussi un petit peu les tendances. Et pas pour calquer, mais je crois que d'une manière inconsciente, en fait, il y a l'œil qui s'habitue aussi à un certain type de couleur ou quoi que ce soit, et voilà. Après, il n'y a pas de photographe dont je m'inspire, c'est plus... c'est quelque chose de général, on va dire. Ouais. De quoi général? C'est une inspiration générale Ah oui, du quotidien. Du quotidien, ouais. Est-ce que tu photographies tout le temps, le week-end, à la moindre sortie, réunion de famille, ou tu arrives à poser ton appareil photo? Non, j'arrive à le poser. C'est important de le poser pour profiter de la vie. De la vie. Pour beaucoup, la photographie, c'est comme un loisir. Et toi, quel est ton loisir? Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je continue quand même à photographier. Mais... Qu'est-ce que je fais pour me détendre? En fait, j'ai un rythme de vie, malgré tout, qui est tellement chargé, compliqué, que je ne suis pas certaine d'avoir beaucoup de temps de détente. Donc c'est soit je continue à faire des images, mais c'est plaisant. Écouter de la musique, forcément, être avec mes enfants. Le voyage, pour moi, c'est une détente différente, mais voilà. Juste en ressourcement chez moi. Est-ce qu'il y a un lieu, quelqu'un ou quelque chose que tu rêves de photographier et que tu n'as pas déjà fait? Il y a un lieu que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans un magazine, et ça je rêve d'y aller, c'est en Islande. Je crois que ça s'appelle Deplar Farm,
C'est un restaurant-hôtel absolument fabuleux et qui a l'air complètement dingue en pleine nature. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est dingue parce que ça relie à la fois la gastronomie, à la fois la décoration, à la fois la nature. Enfin, il y a une espèce de connexion de tous ces éléments et ça, c'est un rêve. Dans la biographie de ton site, tu as mis quelques mots sur toi, mais tu as juste écrit « vivre, regarder, partager, raconter librement ». Pourquoi librement ? Pourquoi tu as mis ce terme ? Ouais, tous ces mots, ils sont bien réfléchis et bien Il n'y a que posés. des verbes et là, il y a librement. Ouais. Parce que j'aime profondément cette liberté, cette indépendance, cette liberté d'expression dans l'image, cette liberté d'inspiration, de toujours continuer à aller là où me porte mon intuition. J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. J'ai toujours écouté mon intuition et voilà, ça m'a toujours amené vers des choses assez top finalement. Enfin, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Donc, continuer là-dedans. Ouais, puis parce que juste, j'aime cette liberté d'être, en fait. Et surtout, jamais être enfermée. Je déteste qu'on m'impose une façon de faire. Donc, voilà. Tu te vois comment dans 20 ans ? Toujours photographe, ça c'est certain. Peut-être pas forcément avec le rythme que j'ai aujourd'hui. Mais j'adorerais avoir enfin c'est mon rêve depuis toujours, d'avoir un lieu en fait, un lieu de rencontre, galerie, un lieu d'artistes avec une grande table d'hôtes, voilà. Ça c'est un rêve. C'est comment chez toi ? Alors déjà j'habite à la campagne, donc je suis pas du tout dans un intérieur parisien. Je suis dans une maison en pierre. C'est à la fois une maison de vacances, une maison du quotidien, une maison de ressourcement. C'est très brut et authentique, on va dire, mais très doux aussi. Ouais, un petit mélange. Et t'es plutôt quel style déco à l'intérieur ? J'ai beaucoup de matériaux bruts. Ouais. J'adore le bois, le coton, le gros coton noir, le lin, voilà. J'aime bien ce genre de matériaux sans artifice, pas clinquant du tout. Voilà. Et avec quelle palette de couleurs ? J'ai une palette, on va dire, blanc, noir, anthracite, kaki, bleu. Ouais. Plutôt foncé ? Plutôt, ouais, un petit mix, mais pas mal de choses foncées, mais j'ai un plancher blanc, donc il y a un petit mix. Petit contraste. Tu photographies souvent des plats, est-ce que toi-même tu cuisines ? J'adore cuisiner, j'ai pas assez le temps, mais j'adore cuisiner. Alors je suis pas une experte, mais j'adore les petits plats mijotés. Ou là, comme je rentre de Bangkok, je suis à fond dans les pad thaï. Voilà. Alors on va terminer avec les questions à Watt 1000. Ce sont 3 petites questions pas cher payées, tu vas comprendre. Question à 29,90 €, le prix du Petit Larousse illustré 2019. Est-ce qu'on peut dire une photographe ou c'est toujours au masculin ? Ah non, on peut dire une photographe. On peut dire une photographe. Il faut dire une photographe. J'ai pas osé tout à l'heure. Si, il faut. C'est bien de dire une photographe. Après, je pense pas qu'il y ait un genre, en fait, féminin-masculin dans les photographes, mais c'est bien de le revendiquer. Voilà. Plus de majorité. Question à 37 €, le prix d'un album photo traditionnel. Est-ce que c'est has-been de faire des albums photos tous les 6 mois ? Je sais pas si c'est has-been. Moi, j'en fais pas, malheureusement, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un autre procédé de souvenirs, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Et question à 6 889 €, le prix de l'appareil photo Nikon D5. Est-ce que tu préfères casser ton appareil photo ou te casser une jambe et être immobilisé pendant 2 mois ? Les deux sont absolument terribles, mais c'est inconcevable d'être arrêté pendant 2 mois. C'est pas possible. Je meurs sinon. J'ai trop besoin de bouger, de rencontrer, de partir à la découverte, juste de vivre en fait et de ressentir des choses encore et encore. Donc il vaut mieux casser l'appareil photo. Donc malheureusement, il vaut mieux le casser, ouais, mais je serais pas enchantée. Merci Anne-Emmanuelle. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.